Gengis Khan. Rien que ce nom, 8 siècles plus tard, fait encore quelque chose. Une sorte de frisson. L'image d'hordes à cheval, de villes en flammes, de crânes empilés jusqu'au ciel. C'est peut-être l'homme le plus diabolisé de toute l'histoire humaine. Le monstre absolu. Le fléau de Dieu, version steppe mongole. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Cet homme a construit le plus grand empire terrestre qui a jamais existé. Il a unifié des dizaines de peuples nomades qui se massacraient depuis des générations. Il a instauré la liberté religieuse, plusieurs siècles avant l'Europe. Il a créé le premier système postal international. Il a ouvert la route de la soie à un commerce sans précédent. Et il est mort d'une chute de cheval, peut-être, parce qu'on ne sait même pas vraiment comment il est mort, ni où il est enterré. Sa tombe reste introuvable à ce jour. Dans ce podcast de moins de 30 minutes, on va raconter la vraie histoire de Temujin, l'enfant abandonné dans la steppe qui est devenu Gengis Khan. On va démêler les mythes des faits. Et je vous promets que la réalité est encore plus fascinante que la légende. Pour comprendre Gengis Khan, il faut d'abord comprendre ce qu'était la Mongolie au XIIe siècle. Ce n'était pas un pays, ce n'était pas une nation, c'était un chaos permanent. Des dizaines de tribus nomades se disputaient les mêmes pâturages, les mêmes troupeaux, les mêmes femmes. Les alliances duraient le temps d'un été, les trahisons étaient monnaie courante, et les enfants grandissaient en sachant que leur père pouvait être tué demain, par un voisin, par un rival ou par le froid. C'est dans ce monde-là que naît Temujin, vers 1162. Son père, Yesugei, est un chef de clan modeste. Selon la légende, l'enfant naît en tenant un caillot de sang dans le poing. Un présage, dit-on, de son destin de guerrier. La réalité sera plus brutale que n'importe quelle légende. À 9 ans, Yesugei emmène Temujin dans le clan de sa future épouse, Börte, selon la coutume mongole. Sur le chemin du retour, il croise des Tatars, des ennemis jurés. Ils l'invitent à manger. Il accepte. C'était du poison. Yesugei meurt quelques jours plus tard. Temujin a 9 ans. Et son clan abandonne la famille. La mère, Oelune, se retrouve seule avec ses enfants dans la steppe, sans protection, sans troupeau, sans avenir. Ce que cette femme va faire ensuite est extraordinaire. Elle ramasse des baies, elle pêche dans les rivières gelées, elle creuse des racines, elle fait survivre ses enfants à plusieurs hivers sibériens, seule. Temujin grandit dans cet environnement de survie pure, et il en tire une leçon que personne ne lui a enseignée, mais qu'il n'oubliera jamais. La loyauté se mérite, la trahison se punit, et pour survivre dans un monde cruel, il faut être plus malin que les autres. Adolescent, il est capturé par le clan des Taijut, d'anciens alliés de son père qui le considèrent comme une menace potentielle. Il est mis au fer, forcé de porter un carcan en bois autour du cou, humilié. Réduit à l'état d'esclave, il s'échappe. La nuit, seul, en traversant une rivière glacée. Cet enfant-là, ce futur maître du monde, a commencé sa vie en cherchant quelque chose à manger dans la neige. La première grande décision de Temujin adulte n'est pas une conquête, c'est un mariage. Il va chercher Börte, sa fiancée d'enfance, dans son clan, et il l'épouse. C'est une union qui va rester au centre de sa vie. Börte sera sa grande épouse, la mère de ses héritiers légitimes, sa conseillère de toute une vie. Mais quelques mois à peine après le mariage, les Merkites attaquent, et ils enlèvent Börte. Ce rapt est un désastre. Une humiliation totale pour un jeune homme qui essaie de s'imposer. Temujin aurait pu l'accepter. Beaucoup l'auraient fait. C'était comme ça, dans les steppes. Lui ne l'accepte pas. Il forge une alliance avec 2 chefs puissants, Togril, un vieux chef chrétien nestorien, et Jamukha, son frère de sang, son meilleur ami. Ensemble, ils lancent une attaque surprise contre les Merkites. Ils récupèrent Börte. C'est le début. Le tout premier acte de ce qui va devenir une méthode. Construire des alliances, frapper vite, ne jamais laisser une offense impunie. Au fil des années, Temujin accumule les victoires. Il absorbe les clans vaincus
au lieu de les massacrer systématiquement, ceux qui étaient révolutionnaires à l'époque. Il nomme ses généraux non pas selon leur naissance, mais selon leur talent. Méritocratie dans les steppes. Personne n'avait jamais fait ça. Il y a une anecdote qui dit tout sur cet homme. Un jour, un cavalier adverse l'a manqué d'une flèche. Après la bataille, Temujin demande publiquement « Qui a tiré cette flèche ?» Un homme se lève et dit « C'était moi ». Temujin, au lieu de le faire exécuter, le nomme général. Il s'appelait Djébé, ce qui signifie flèche, et il deviendra l'un des plus grands commandants de l'histoire militaire. C'est ça, Temujin. Il voit le talent là où les autres voient un ennemi. Mais il y a un prix. Son frère de sang, Jamuka, finit par se retourner contre lui. Les deux hommes, autrefois inséparables, se font la guerre pendant des années. Quand Jamuka est finalement capturé, livré par ses propres hommes, Temujin lui offre la vie. Il lui dit « Rejoins-moi ». Jamuka refuse. Il préfère mourir. Temujin lui accorde une mort sans effusion de sang, la mort honorable réservée aux nobles, parce que même dans la trahison, il respectait les hommes de caractère. En 1206, sur les rives de l'Onon, lors d'une grande assemblée de tous les chefs mongols, Temujin reçoit le titre de Gengis Khan, souverain universel. Il a environ 45 ans, et il n'a encore conquis que la Mongolie. Parlons du mythe le plus répandu. Gengis Khan, monstre absolu, destructeur de civilisation, tueur de millions d'innocents. Une partie de ça est vraie. Soyons honnêtes, les conquêtes mongoles ont causé des destructions massives et des massacres documentés. Bagdad, Samarcande, Merv, des villes entières ont été rasées. Les historiens modernes estiment que les campagnes mongoles ont provoqué la mort de plusieurs dizaines de millions de personnes entre batailles, famines et épidémies. C'est une réalité historique qu'on ne peut pas minimiser. Mais voilà ce que l'image du barbare pur occulte. Premier point, la terreur était une stratégie délibérée et calculée. Gengis Khan lui-même la cultivait. Il laissait les rumeurs de cruauté se propager avant ses armées parce que des villes qui se rendaient sans combattre étaient souvent épargnées. La terreur évitait des batailles, et donc des morts des deux côtés. C'est une logique militaire froide et efficace, pas du sadisme gratuit. Deuxième point, les sources dont on dispose sont en grande majorité écrites par les vaincus, les chroniqueurs persans, arabes, chinois. Ils avaient toutes les raisons du monde de noircir le tableau. Ce n'est pas un reproche, c'est de la méthode historique. Troisième point, Gengis Khan a instauré le yasa, son grand code de loi. Ce code interdisait la torture, garantissait la liberté religieuse pour tous les peuples conquis, exemptait les prêtres, les médecins et les érudits de tout impôt, punissait sévèrement le vol, à une époque où les routes commerciales étaient des coupe-gorge. Quatrième point, et c'est peut-être le plus surprenant, il a créé la Pax Mongolica. Pendant un siècle après ses conquêtes, les routes reliant la Chine à l'Europe étaient plus sûres qu'elles ne l'avaient jamais été. Le commerce a explosé, les idées ont circulé. Marco Polo a pu voyager, la poudre à canon, l'imprimerie, le papier ont atteint l'Occident grâce au réseau mongol. Est-ce que ça justifie les massacres? Non, bien sûr que non. Mais ça change l'image du monstre unidimensionnel. Gengis Khan était un conquérant brutal dans un monde brutal. Et il était aussi simultanément un législateur, un organisateur, un visionnaire. La vérité est toujours plus compliquée que le mythe. Le deuxième grand mythe, Gengis Khan était un barbare inculte, un animal de guerre sans cervelle qui ne savait que détruire. Faux, profondément faux. Commençons par un fait simple. Gengis Khan était illettré. Il n'a probablement jamais appris à lire ni à écrire. Dans une logique superficielle, ça confirme le cliché de l'homme des steppes frustes. Mais voici ce qu'il a fait. Il a adopté l'alphabet ouïghour pour transcrire la langue mongole, créant ainsi le premier système d'écriture mongole de l'histoire. Ce nomade illettré a offert l'écriture à son peuple. Il comprenait une chose
que peu de conquérants avant lui avaient sa comprise. Pour gouverner un empire immense, il faut des administrateurs, pas des guerriers, des administrateurs. Alors il en a recruté partout, des Chinois, des Persans, des Ouïghours, des Khitanes. Il ne demandait pas leur origine, il demandait leurs compétences. Il consultait des moines bouddhistes, des imams musulmans, des prêtres chrétiens, des chamans, pas par curiosité spirituelle désintéressée, mais parce qu'il comprenait que la sagesse ne venait pas d'une seule source. Son organisation militaire était d'une modernité stupéfiante. Il a divisé son armée en unités de 10, 100, 1000 et 10 000 hommes, brisant délibérément les liens tribaux pour créer une loyauté nouvelle, transversale, dédiée à l'Empire. C'est du management à grande échelle appliqué au XIIe siècle. Il a créé le premier service de renseignement militaire, organisé de l'histoire. Ses espions infiltraient les cours ennemis des années avant une invasion. Quand les armées mongoles arrivaient, elles savaient déjà tout. Les défenses, les alliances, les rivalités internes, les points faibles. Et il a créé le YAM, un système de relais postaux qui couvrait des milliers de kilomètres. Des chevaux frais à chaque station, des messagers qui se relayaient. Un message pouvait traverser l'Empire en quelques jours. C'est le premier service postal international de l'histoire. Un ignorant n'invente pas ça. Un ignorant ne construit pas l'empire le plus vaste jamais existé. On parle rarement de la vie intime de Gengis Khan. Pourtant, c'est là que l'homme est le plus humain. Börte. Sa première épouse, sa grande épouse, celle qu'il a épousée à 9 ans et retrouvée après son enlèvement. Elle sera à ses côtés toute sa vie. Selon les sources, il la consultait régulièrement sur les décisions politiques. Elle intervenait pour gracier des condamnés. Elle gérait l'empire quand il était en campagne. Dans la tradition mongole, les femmes avaient un statut sans équivalent dans le reste du monde médiéval. Elles montaient à cheval, tiraient à l'arc, commandaient des troupes en l'absence des hommes. Gengis Khan a codifié cet égalitarisme dans ses lois. Il a interdit l'enlèvement des femmes, lui qui avait vu sa mère enlevée et sa femme kidnappée. Il avait de nombreuses épouses secondaires, selon la coutume, mais ses 4 fils légitimes, ceux qui hériteraient de l'Empire, étaient tous les fils de Börte. Sauf que, il y a une ombre. Quand Börte a été enlevée par les Merkites, elle est restée captive plusieurs mois. À son retour, elle était enceinte. Et son premier fils, Joshi, a toujours eu un statut ambigu. Gengis Khan ne l'a jamais renié publiquement. Il l'a reconnu comme son fils. Mais les doutes n'ont jamais disparu. Et la question de la succession de Joshi a empoisonné les dernières années de l'Empire. Il y a aussi cette relation avec un chaman puissant, Teptengri, qui avait soutenu son ascension. Teptengri était devenu si influent qu'il menaçait l'autorité de Gengis Khan lui-même. Il fut éliminé. Discrètement. Avec la complicité probable de Börte. L'empire le plus vaste de l'histoire avait une femme dans l'ombre de son fondateur. Et puis, il y a son code d'honneur personnel. Un exemple. Après une bataille, un soldat ennemi capturé lui avait sauvé la vie en lui signalant une embuscade. Gengis Khan lui a accordé sa liberté et l'a intégré dans sa garde personnelle. Pour lui, la valeur personnelle transcendait les origines. C'était radical. C'était révolutionnaire. Et c'est ce qui lui a permis de gouverner des dizaines de peuples différents avec une cohérence que ses successeurs n'ont jamais su maintenir. Gengis Khan est l'un des seuls généraux de l'histoire à n'avoir jamais perdu une bataille. Jamais. Alors, génie ou chance? Ni l'un ni l'autre vraiment. C'est de la méthode. Sa première révolution, l'armée de cavalerie légère ultra-mobile. Chaque cavalier mongol avait 3 ou 4 chevaux. Quand l'un s'épuisait, il changeait de monture. Ces armées pouvaient couvrir plus de 100 km par jour. Aucune armée du monde ne pouvait suivre ce rythme. Leurs ennemis se retrouvaient toujours à se battre à l'endroit
et au moment choisi par les Mongols, jamais par eux. Sa deuxième révolution, la fausse retraite. Les Mongols se repliaient en désordre apparent, attiraient l'ennemi dans une poursuite, et se retournaient. Encerclement parfait. Cette tactique a été utilisée des dizaines de fois, et des dizaines de fois, des armées supposément victorieuses se sont retrouvées piégées. Sa troisième révolution, le renseignement. Avant chaque campagne, des années de reconnaissance. Des marchands, des diplomates, des espions. Quand les Mongols frappaient, ils connaissaient mieux le terrain que ceux qui y vivaient. Sa quatrième révolution, l'ingénierie de siège. Les steppes n'ont pas de grandes villes. Les nomades ne savent pas assiéger des murailles. Gengis Khan a résolu ce problème de façon pragmatique. Il a capturé des ingénieurs chinois. Il les a mis au service de son armée. Trébuchets, catapultes, tunnels de siège. Les Mongols sont devenus les meilleurs assaillants de villes de leur époque. Et puis il y avait la psychologie. Des émissaires étaient envoyés avant chaque attaque. Reddition immédiate et tu es épargné. Résistance et tout le monde meurt. Ce n'était pas toujours appliqué à la lettre. Mais la menace était assez crédible pour que des villes entières ouvrent leurs portes sans combattre. La peur était une arme de guerre. Gengis Khan avait compris ça avant tout le monde. Août 1227. Gengis Khan a environ 65 ans. Il est en campagne contre le royaume des Sia occidentaux, des rebelles qui ont osé se dresser contre lui, et il meurt. La cause exacte de sa mort est inconnue. À ce jour, la version officielle mongole parle d'une chute de cheval lors d'une chasse, plusieurs mois avant sa mort. Une blessure interne qui l'aurait affaibli progressivement. C'est la version la plus sobre et la plus plausible. Mais il y a d'autres théories. Une blessure par flèche lors de la campagne. La pneumonie fréquente dans les hivers mongols. Une étude médicale publiée en 2021 dans une revue scientifique sérieuse suggère qu'il pourrait être mort de la peste bubonique, dont les symptômes décrits dans les chroniques chinoises, fièvre soudaine et mort en 8 jours, correspondraient à la forme bubonique. Et puis il y a la théorie la plus colorée. Une princesse Tangut, offerte comme épouse de guerre, l'aurait blessée mortellement lors de leur première nuit. Une vengeance personnelle. Cette version est presque certainement apocryphe, propagée par les ennemis des Mongols. Mais elle illustre quelque chose d'important. Gengis Khan était tellement redouté que même sa mort devait être extraordinaire. Ce qu'on sait avec certitude, sa mort a été gardée secrète pendant des semaines. Le siège continuait. Les armées avançaient. Personne ne devait savoir que le conquérant était mort. L'information était une arme. Et sa tombe ? Introuvable. Il avait ordonné lui-même qu'on l'enterre en secret, sans monument. Dans la tradition mongole, une tombe connue attire les ennemis qui veulent détruire le pouvoir spirituel du mort. Des cavaliers auraient piétiné le terrain après l'enterrement pour effacer toute trace. Selon certaines sources, ceux qui avaient participé aux funérailles auraient été tués pour garder le secret. Des équipes de chercheurs modernes, avec des satellites, des drones, des radars à pénétration de sol, ont passé des années à chercher. Rien. Le père de la Mongolie repose quelque part sous la steppe, et la Mongolie préfère le laisser là. Gengis Khan est mort en 1227. Son empire a survécu plus de 150 ans après lui, mais son véritable héritage est plus difficile à mesurer que des kilomètres carrés. Une étude génétique publiée en 2003 dans l'American Journal of Human Genetics a produit un résultat stupéfiant. Environ 1 personne sur 200 dans le monde aujourd'hui serait un descendant biologique direct de Gengis Khan, ce qui représente environ 40 millions de personnes. C'est le résultat de l'étendue géographique de ses conquêtes, de la longévité de son empire et des pratiques de l'époque. Ce n'est pas une gloire, c'est simplement une réalité démographique. Son héritage politique est plus nuancé. Il a montré qu'un empire peut gouverner des dizaines de peuples différents sans tenter de les assimiler. Tolérance religieuse, autonomie administrative locale, méritocratie.
Des concepts que ses successeurs ont progressivement abandonnés, contribuant à la chute de l'Empire. Son héritage intellectuel est réel. La Pax Mongolica a permis des échanges culturels sans précédent. Des technologies chinoises ont atteint l'Europe. Des idées philosophiques ont voyagé dans les deux sens. Marco Polo, sans l'Empire mongol, n'aurait pas pu voyager. Et puis il y a la Mongolie elle-même. Aujourd'hui, son portrait est partout. Sur les billets de banque. Les bouteilles de vodka. Le plus grand aéroport du pays porte son nom. La plus grande statue équestre du monde, 40 mètres d'acier inoxydable, le représente à cheval, regardant vers l'est. Pour les Mongols, il n'est pas un monstre. Il est le père de la nation. L'homme qui a transformé des tribus dispersées en un peuple. La vérité sur Gengis Khan n'est ni la légende noire ni la légende dorée. C'est l'histoire d'un enfant abandonné dans la neige qui a refusé de mourir et qui a changé le monde, pour le meilleur et pour le pire.